Comment l'Ukraine a changé depuis les années 90 et au présent? En quoi est-ce que la mentalité russe est différente de celle des Ukrainiens? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Ulrich Heugeveld, coordinateur du centre Géopolis à Bruxelles, responsable de l'antenne bruxelloise du média Euradio. Ulrich coordonne également le cycle géopolitique de Nantes Université. Passionné par l'Europe orientale, il a arpenté la région à d'innombrables reprises et a été rédacteur en chef pendant 5 ans de la revue Gare de l'Est, cahier de monde de l'Est. Bonjour Ulrich, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme journaliste, comme diplômé de Sciences Po, comme chercheur qui connaît très bien la région de l'Europe de l'Est et notamment l'Ukraine parmi d'autres pays qui sont dans notre région. On te connaît aussi comme quelqu'un qui est venu plusieurs fois en Ukraine, y compris après la grande invasion russe pour couvrir la situation. Nous avons fait des voyages aussi au sud et à l'est. Nous allons évidemment en parler. Mais ta connaissance de cette région-là, elle date encore de la fin des années 90. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter à nos auditeurs comment est-ce que tu as connu l'Ukraine il y a bien des décennies? Oui, merci Tétiana, bonjour, et merci de l'invitation, hein. Normalement, c'est moi qui pose les questions et tu réponds. Là, c'est un exercice un peu différent. Alors effectivement, moi, j'ai une histoire avec l'Ukraine qui est assez singulière, originale et puis ancienne. J'avais, 14-15 ans et à l'époque, on était au milieu des années, 90 et j'ai été rapidement attiré par, ces nouvelles cartes. Et puis ces nouvelles frontières, hein, les cartes changeaient. On était quelques années après la chute de l'Union soviétique et ces nouveaux noms, hein, pour les Français. Moi, j'étais originaire de Bretagne. Tous ces nouveaux noms qui apparaissaient sur la carte de l'Europe orientale, l'Ukraine, le Bélarus, la Géorgie, l'Arménie. Évidemment, ça a déclenché quelque chose chez moi. J'avais donc 14-15 ans et puis j'ai eu très rapidement l'envie d'y aller et j'ai fini par, en demandant à droite à gauche, j'ai fini par trouver un correspondant sur place, que j'ai d'abord accueilli et puis ensuite je suis parti, là-bas tout seul. J'avais des parents qui étaient assez cool, qui m'ont permis comment donner corps à un petit peu mon rêve de l'époque et d'aller passer 3 semaines là-bas. Donc on était en 1998, je suis allé à Lviv et ça a été le début d'une longue histoire. J'y ai passé donc 3 semaines. J'ai rencontré pas mal de beaucoup de gens dans ce pays qui était totalement nouveau pour moi. En tout cas, je connaissais personne qui avait mis les pieds. Et effectivement, les Ukrainiens que je rencontrais, pour beaucoup dans l'Ouest ukrainien de l'époque, ils n'avaient pas beaucoup l'occasion de rencontrer des Français également. Donc c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et évidemment, ce premier voyage, il a renforcé cette passion et puis ça a été le début d'une longue aventure avec quelques années plus tard, le jumelage de mon lycée avec un lycée ukrainien qu'on a porté. C'est un jumelage qui a duré plus de 10 ans et puis ensuite, des échanges, entre organisations, étudiantes, des reportages sur place.
J'ai eu l'occasion d'y retourner, d'aller en Ukraine pendant la révolution orange, évidemment ensuite pendant Maïdan, et puis de visiter ces régions qui, sont, malheureusement, victimes de la guerre, hein, maintenant, la Crimée plusieurs fois, Donetsk, évidemment, et puis d'y être retourné notamment avec toi, Tétiana, dans ce pays qui est évidemment qui est évidemment meurtri, qui souffre énormément. On y reviendra bien sûr. Oui, effectivement, donc tu as vu, toute cette évolution de l'Ukraine, depuis qu'il y a eu son indépendance dans l'histoire moderne en 91. Donc 98, c'est quand même assez il y a longtemps déjà, et donc tu as vu l'évolution depuis pendant des décennies. Comment pourrais-tu décrire, en fait, ce qui se passait entre le pic que tu as vu, toi, adolescent à 88, voilà, et tout ce que tu as vu avant la grande invasion russe? Nous nous sommes rencontrés, je me rappelle très bien, quelques jours seulement, ces jours, tragiques de février 2022, quand voilà la Russie avait attaqué l'Ukraine. Comment est-ce que tu aurais pu décrire le trajet que ce pays a fait en ces 30 dernières années? Bah, moi, évidemment, ce qui m'avait, marqué, ému, qui a renforcé la passion que j'avais déjà presque avant de venir, mais qui a, encore décuplé quand je suis venu, ce, 1 voyage, c'était la façon, avec laquelle les Ukrainiens déjà, donc avant les années 2000, faisaient front face aux difficultés du temps qu'on a un peu oublié, hein. Évidemment, aujourd'hui, bon, il y a évidemment le drame, la tragédie, actuelle qu'on connaît, mais à l'époque, il fallait faire face à ces salaires qui ne tombaient pas. Moi, je vivais dans des familles, dont la plupart des membres étaient enseignants, professeurs, qui ne touchaient plus leur salaire depuis, 3-4 mois. Il y avait la crise économique aux proportions, effroyables, et puis malgré ça, la vie continuait, on continuait à aller au boulot, on ne se plaignait pas. Alors pour le petit Français que j'étais à l'époque, hein, j'avais 15 ans, évidemment, dans la France, qui est quand même un pays où on s'énerve facilement, on manifeste, on ronchonne. Du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, stupéfait, parlé, interrogé, et en tout cas suscité une énorme admiration en fait de mon côté. Alors, évidemment, en y retournant, j'ai vu rapidement la situation, qui s'améliorait, et d'ailleurs, à chaque fois, il y a une image qui me revient, c'est quand je suis revenu là, je fais un grand saut dans l'histoire, hein, mais entre ce premier voyage en 1998, après j'ai pas mal voyagé en Ukraine dans les années qu'on suivi, et j'étais allé à Kharkiv notamment. Je crois que c'était la dernière fois que j'étais allé, c'était au début des années, 2000, et donc j'y suis retourné, là pendant la guerre. Et en fait, ce qui m'a marqué au début, donc il y avait eu, presque 20 ans un peu plus de 20 ans entre les 2 voyages, et ce qui m'a marqué en arrivant à Kharkiv, évidemment, c'était pas les images de destruction tout de suite, mais la première impression, c'était, tout avait en fait changé, parce qu'à l'époque, c'était encore l'Ukraine post-soviétique, avec évidemment tout ce qui va avec, hein, la grisaille, une atmosphère aussi qui est un peu particulière. Et là, quand j'y suis retourné pendant la guerre, il y avait eu 20 ans, 20 ans surtout de progrès, tout avait changé, la ville s'était occidentalisée avec des petits signaux parfois, très discrets, dans le mobilier urbain, dans les enseignes, dans tout. Et effectivement, c'était ce grand saut, en fait, cette grande modernisation, de l'Ukraine, qui est évidemment un des aspects, principaux, que j'aurais vu dans ce qui s'est passé dans cette histoire, moderne. Et puis évidemment, l'Ukraine, j'ai aussi vu, changer avec, tous ces reportages, hein, que ça soit évidemment, au gré, que ça soit pendant la révolution orange, où on avait, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que pendant ces voyages, on a souvent fait le même parcours. Donc partir de Lviv, ensuite, Kiev, Kharkiv, Donetsk quand c'était possible, Dnipro, la Crimée là aussi quand c'était possible, et puis, Odessa. Donc ça, on l'a fait pendant la révolution orange, quelques années plus tard, ensuite pendant Maïdan, et encore ensuite. Et évidemment, on y allait pour des reportages, donc on parlait beaucoup avec des Ukrainiens, avec des journalistes, des chercheurs, mais aussi beaucoup de citoyens, tout à fait normaux. Et ce qui était étonnant, je me rappelle que j'étais revenu de ce voyage pendant la révolution orange, revenu d'Ukraine un peu, perplexe quand même, parce qu'on posait évidemment, beaucoup les mêmes questions, à différentes personnes dans différentes villes, et on n'avait vraiment jamais les mêmes réponses. Il y avait quand même deux Ukraines qui avaient pas la même vision de
de l'avenir, de ce que devait être leur pays. C'était quand même un pays qui, je pense très honnêtement, qui pouvait sembler très divisé. Et fur et à mesure où j'y suis retourné, en fait, on a vu toutes ces divisions s'estomper considérablement. C'était déjà plus du tout la même chose en 2013, pendant la révolution de Maïdan. Ces divisions étaient beaucoup moins nettes, et évidemment maintenant, je crois qu'elles existent peut-être presque plus. Alors évidemment, elles existent encore un peu, mais c'est vraiment cette évolution très nette aussi qui frappe, hein. Oui, oui, cette consolidation depuis, c'est tout à fait intéressant ce que tu racontes sur les années 2000 justement. Voilà cette différence qui existait donc avant la révolution orange. On se rappelle aussi, un peu vaguement déjà, mais justement, voilà, les régions de Donetsk et Lugansk être sous influence, d'un parti politique, bien connu de l'ex-président de l'Ukraine, Viktor Yanukovych, et donc cette Ukraine bleue, comme on a appelé à l'époque, contre cette Ukraine orange, centre et ouest, donc l'Ukraine de l'ouest. Oui, on oublie vite, surtout aujourd'hui, surtout qu'après, voilà, tout cet effort de guerre, qui est là depuis février 2022, qui joue bien sûr, par la voie naturelle de choses en faveur de la consolidation. Donc parce que même les régions les plus, on peut dire, russophones, ou bien on pourrait deviner russophiles, donc ce sont malheureusement les régions sur lesquelles les bombes et les missiles russes, tombent en premier lieu, n'est-ce pas? Parce que là, Kharkiv, Kherson, et donc tout ce qui est est et sud, ce sont des régions qui souffrent le plus, même, aujourd'hui. Et toi, Ulrich, tu as aussi une certaine connaissance, de la Russie qui est, aujourd'hui un pays agresseur. Tu as fait les études en Russie. Est-ce que tu pourrais décrire, en fait, ta vision de différence, ou peut-être des similitudes si tu les trouves, entre ces 2 cultures, politiques, entre ces 2 mentalités, entre ces 2 mondes représentés par la Russie et par l'Ukraine? Oui, alors c'est assez net, hein, c'est vrai qu'il y avait, quand j'allais en Ukraine, et ce qui me frappait, donc toujours, hein, je parle toujours, fin des années 90, période, 2000, et puis, début des années, 2010. Il y a la plupart du temps, j'ai envie de dire presque toujours, une bienveillance, une certaine facilité aussi à faire son travail de journaliste. On peut poser des questions, il y a une liberté de ton. Et puis bon, ce qui était frappant en Ukraine, et ce qui m'a beaucoup touché, intéressé, aussi, et puis ce qui était bien pour mon métier de journaliste, il se passait souvent des choses, hein, en fait, en Ukraine. C'est un peuple fier qui n'a pas hésité à se révolter pour défendre ses droits, etc. Je l'ai pas, évidemment, je l'ai pas mentionné, mais c'est une dimension importante de l'admiration, évidemment, que je porte aux Ukrainiens, hein, cette faculté de se mobiliser, de se bouger, de défendre ses droits, sa dignité, ses libertés. Et effectivement, alors j'avais fait une grosse erreur, moi, en fait. Je voulais être journaliste dans les mondes de l'Est, et j'étais encore un Français à la fin des années 90, début des années 2000, encore marqué par évidemment le vestige de l'Empire. Je m'étais dit, si tu veux devenir journaliste dans cette zone, bah forcément, tu devras aller à Moscou. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allé faire les études là-bas, tenter d'apprendre le russe, qui n'est pas la langue la plus facile. Et en fait, j'ai constaté bah, quand même une assez large différence. Évidemment, on était au début de l'ère poutinienne, hein, quand je suis allé faire mes études en Russie, c'était 2006, 2007, 2008. Il y avait déjà, pas totalement, mais un début de chape de plomb qui commençait à tomber sur la Russie. Et puis, bah, ce qui m'a frappé tout de suite, au contraire de la Russie, c'est une dureté, en fait, une dureté des relations interpersonnelles, une relative violence entre, peut-être pas une violence, le mot est peut-être excessif, mais une dureté dans les relations de tous les jours, et parfois dans les petites choses de la vie. Ouais, une certaine forme de brutalité qu'on ne retrouvait pas du tout en Ukraine, hein. Ça me questionnait, parce qu'en fait, évidemment, tu le sais mieux que moi, mais vous avez quand même grandi pendant très longtemps, évolué dans la même sphère politique, qui, vu d'extérieur, aurait pu me permettre d'imaginer que oui, là, il y avait des gros points de similitude. Et j'ai trouvé, non, non, des traits, de
de caractère. Alors, faut pas généraliser, faut pas essentialiser, mais en tout cas des choses assez, quand même, nettes et dominantes, en tout cas telles que je les ai, ressenties, qui étaient très différentes. En fait, une une certaine douceur, une certaine, ouais, bienveillance qu'on ne retrouvait pas en Russie, où on écrase quand même assez facilement son prochain. En tout cas, que ce soit, surtout évidemment à Moscou, qui est aussi, il y a aussi l'aspect mégalopole qui développe cet aspect-là, mais où les relations interpersonnelles étaient extrêmement dures, et puis niveau politique, on commençait à prendre des chemins très différents. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, évidemment, mais ça, c'est évidemment une très grosse différence qui est plus simple à comprendre, mais il y avait déjà, dans les discussions avec les Russes, en plus j'étais étudiant, donc on côtoyait beaucoup de jeunes, évidemment, de mon âge, et les discussions politiques commençaient parfois à être difficiles, avec cette petite musique, alors qui s'exprimait de façon insidieuse, hein. C'était pas dit de toute façon toujours, très clairement, mais que, voilà, on vivait une période compliquée pour la Russie, mais qu'en attendant quelques années, la Russie redeviendrait, l'empire qu'elle était et qu'elle aurait, toujours dû rester. Il y avait cette idée-là, et puis quand on parlait de l'Ukraine, du Bélarus ou de la Géorgie, il y avait quand même là aussi cette petite, idée qui était diffusée, selon laquelle, bon, ces pays avaient, pris leur indépendance pendant quelque temps, pendant quelques années, peut-être quelques décennies, mais à un moment, reviendraient, de gré ou de force, au sein de l'empire, et même des jeunes le disaient. Donc c'était, voilà, ce qui se passe aujourd'hui était un petit peu déjà j'ai envie de dire, si on écoutait bien, si on prêtait un peu attention à ce qui se passait, hein, on était un petit peu malheureusement dans les tuyaux. Oui, oui, c'est tout à fait intéressant ce que tu dis, puisque ça confirme aussi les impressions que nous, on avait souvent de ce monde russe, tout aussi bien dans les mêmes années. Je me rappelle, voilà, mon ami qui était de Russie, en fait, on se rencontrait en France, faire un commentaire que après la vie à Moscou, la vie à Paris, voilà, la ville de Paris semble être une ville, faite pour des retraités. Autant c'est simple et calme et tranquille. Donc il y a pas de ce darwinisme voilà, social qui était tout à fait présent, en Russie. Donc cette brutalité que tu évoques, cette agressivité, peut-être violence, voilà, ça fait un trait caractéristique de la Russie. Et puis c'est vrai qu'on a un peu perdu trace aussi de comment est le climat aujourd'hui. On peut qu'imaginer qu'aujourd'hui les tendances, se sont renforcées, et puis bien sûr que ce délire, grand russe impérial se fait que renforcer durant les dernières décennies, notamment bien sûr avant et après la grande invasion, russe. Tu te rappelles, nous nous sommes retrouvés quelques jours, seulement avant la grande invasion russe, nous nous retrouvions au centre de Kiev, la capitale, et je me rappelle, nous avons échangé au sujet de questions toutes simples: «Est-ce que l'agression va commencer ou pas?» Et donc, quelles étaient tes attentes, durant ces jours de février? Est-ce que tu as au fond, tu étais quand même surpris par le fait que la Russie ose, cette invasion contre l'Ukraine? Bah, un peu comme vous, c'est vrai que nous, tu l'as redit, tu l'as dit tout à l'heure, on était en reportage en Ukraine dans les jours qui précédaient finalement ce déclenchement de la guerre. Ce reportage, en fait, on l'avait fait parce qu'on était, à 30 ans de la chute de l'Union, soviétique, et on avait eu cette idée, de, partir en Ukraine, en Géorgie et en Arménie, d'y faire une succession, de plateaux radio. Donc on en a fait 4 en Ukraine dans ces jours qui ont précédé la guerre, avec à chaque fois l'idée de rassembler, différents profils, d'Ukrainiens, francophones, des jeunes, des moins jeunes, qui nous raconteraient un petit peu comment eux ont vécu ces 30 dernières années, et puis ils nous raconteraient en filigrane évidemment l'évolution, de l'Ukraine, avec, l'idée de montrer un petit peu, en tout cas de les écouter, et puis de montrer aussi tous ces changements, cette modernisation, dont je te parlais tout à l'heure et que j'avais vu aussi de mes propres yeux. Et moi, c'est vrai qu'on a fait ce reportage, évidemment, on était déjà dans ce contexte, hein, avec, depuis des semaines et des semaines, voire des mois, où on nous expliquait, que Poutine mobilisait, ses soldats aux frontières de la Russie et chez son allié, biélorusse.
Mais alors moi, j'y croyais pas du tout, hein, j'étais un petit peu et d'ailleurs, c'était assez étonnant, donc on ne s'est pas du tout inquiété en allant là-bas, même si effectivement, c'était déjà compliqué parce qu'en plus que des soldats qui se massaient aux frontières, il y avait aussi les ambassades. Ça, c'est quand même un signe, qui pèse un peu plus, les ambassades occidentales qui s'étaient repliées, la plupart sur Lviv, même l'ambassade américaine. Mais bon, moi, j'y croyais pas vraiment. Et puis, ce qui compte plus que mon petit avis à moi, c'était, ce qu'en pensaient les Ukrainiens et en fait, plus on se rapprochait de l'Est, je me rappelle on était à Dnipro, alors là, vraiment dans les jours qui ont précédé, plus on se rapprochait de l'Est, moins les gens s'inquiétaient. Parce qu'en fait, ils étaient déjà habitués à cette guerre qui, tu le rappelles, hein, régulièrement, n'a pas commencé en 2022, mais avait commencé en 2014. À Dnipro, on était à quoi? À 150-200 kilomètres de la ligne de front. Donc non, et je me rappelle en avoir parlé avec toi. Tu nous avais dit parce que toi, je pense que dans mon souvenir, tu n'y croyais pas véritablement, non plus. Et par contre, tu avais eu ces phrases, par contre, tout à fait, prophétiques, hein, en tout cas qui se sont, révélées être réelles. C'est si les Russes se lancent effectivement, bon, parce qu'on pensait que les Russes allaient quand même faire quelque chose, mais vraiment qu'ils seraient, circonscrits dans l'est du pays et tu m'avais dit: «Si les Russes, tentent une plus grande aventure, il faut quand même qu'ils se méfient parce que ça va être très compliqué pour eux». Les Ukrainiens n'ont aucune envie, de vivre sous le joug de la Russie. Il y aura donc une énorme résistance. Ça va pas être une partie de plaisir et tu as eu complètement raison. Et moi, je pensais un peu à ça parce que, bah, comme énormément d'observateurs, on était persuadés que les Russes étaient tout simplement mieux informés, en fait, et savaient un petit peu. En plus, quand même, les Ukrainiens et les Russes parlent en partie la même langue, donc c'est pas très compliqué d'avoir des espions là-bas et de voir exactement ce qui s'y passe. Et non, en fait, drogués par leur propre propagande, leur hubris aussi, bah, ils sont lancés dans cette aventure à laquelle, non, non, évidemment, et puis on peut pas croire que le pire est possible. On peut pas, et puis à chaque fois, déjà à l'époque et puis à chaque fois que j'y retourne maintenant, à chaque fois, la seule question qui revienne, la question qui domine, c'est: «À quoi bon?» Parce que c'est vrai que les Russes, s'ils avaient voulu, bon là c'est plutôt mon avis, mais s'ils avaient voulu proposer un partenariat mutuellement bénéfique et avantageux avec l'Ukraine, je pense que jusqu'au début des années 2020, c'était possible. Les Ukrainiens auraient pu accepter en tout cas un projet qui était positif, mais les Russes sont en incapacité totale de proposer quelque chose de positif. Et du coup, tout ça est un énorme gâchis parce que maintenant, recoller les morceaux, évidemment, ça prendra probablement des années, voire des décennies. Donc c'est un immense gâchis pour tout le monde, mais aussi pour les Russes. Donc on ne pouvait pas se résoudre à ce que cela finisse par arriver. Oui, oui, tout à fait. Tu as raison. Il y avait toutes les chances de trouver un autre moyen, étant donné qu'en 2019, les Ukrainiens, on a élu un président, Volodymyr Zelensky, qui parlait dans sa campagne électorale de réconciliation, peut-être pas d'une manière directe, mais il parlait voilà, des compromis, il parlait voilà, avec les tests simplistes, bien sûr, hein, voilà, voilà, qu'on puisse terminer la guerre en arrêtant de tirer. Donc, c'est-à-dire que ça démontrait aussi voilà, le climat ici en Ukraine. Les gens étaient aussi déjà un peu épuisés et fatigués de la guerre qui avait commencé en 2014. Mais à la fois, voilà, il y a cet aveuglement que tu as évoqué. Il était de tous les côtés, en fait, parce que c'est vrai que l'opinion publique ukrainienne était, pour la plupart, quand même, les gens évitaient de penser à l'impensable, comme moi. Donc, on ne pouvait pas imaginer une vraie guerre comme cela, avec des missiles, avec des chars, avec, voilà, tous les obus, voilà, avec tout ceci, que ça puisse se produire. Parce que c'est comme si on essayait de penser à l'impensable. Donc les gens comme nous, on n'a pas d'expérience de la guerre, on n'avait pas d'expérience de la guerre, de cette guerre, en tout cas. Et donc c'est-à-dire que, voilà, donc il y avait beaucoup de cécité à cet égard-là. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que cet aveuglement russe sur la vol sur, voilà, la résistance ukrainienne, tu as bien fait de remarquer qu'en fait que, malgré tous les espions, tous les acteurs d'influence, malgré, tu te rappelles, il y avait encore Medvedchuk, qui était élu des députés ici à l'intérieur il était à la capitale, en fait. Donc il y a tout avec, voilà, contrairement à tous les réseaux existants,
il y avait cet aveuglement russe sur l'Ukraine parce il y avait toujours, en fait, ce sentiment de supériorité russe et cette négligence, en fait. Ils prenaient jamais l'Ukraine au sérieux et justement, c'est ça qui a amené, à la défaite de ce plan initial, en tout cas stratégique, que de prendre Kiev dans quelques jours ou quelques semaines. Donc tout ceci était un échec. Ça n'empêche que, voilà, la guerre continue et donc la Russie voilà, ne lâche rien du tout. Il cède pas à 1 millimètre de son objectif, premier que de voilà, que de faire que de la sorte que le Canada qui puis indépendant, souverain, voilà, qui n'existe pas. Donc c'est pour ça toutes ces attaques permanentes. Et toi, tu étais très vite de retour en Ukraine après le début de la grande invasion russe, déjà dans un pays en guerre, pas un pays avant la guerre, mais dans un pays en guerre, vraie guerre avec tous les dangers que ça implique, dans un pays où on peut plus arriver en avion. J'imagine qu'avant, tu arrivais comme tout le monde, tu arrivais en avion à Boryspil et donc c'était histoire de 3 heures de route. Là, il fallait passer plus de 24 heures, 30 heures pour venir jusqu'à Kiev. Comment est-ce que tu as découvert, le puits, en 2022 quand, tu es venu et tu as vu j'imagine que c'est la première guerre, que tu as vue de tes propres yeux? Oui, tout à fait, c'est effectivement la première fois. Moi, je suis journaliste, mais je suis pas journaliste de guerre et puis j'espérais, ne jamais l'être en Ukraine, même si partout dans tous les pays qui voisinent avec la Russie, beaucoup, commençaient à être touchés malheureusement par la guerre, hein, il y avait eu la Géorgie, l'Arménie, voilà. Et donc l'Ukraine, première fois dans un pays en guerre en décembre, 2022. Et puis ce qui m'a, donc on est allé à Odessa, on est allé à Kiev, à Dnipro, également, avec l'idée en fait, une idée assez simple de refaire un petit peu les plateaux radio qu'on avait, le projet dont j'avais parlé là, juste, dans les jours qui ont précédé la guerre, de revoir les mêmes personnes, et de les réinterroger en fait sur leur cette vie dans cette nouvelle vie terrible dans un pays en guerre. Alors projet dont on savait qu'il serait compliqué, mais en fait c'était aussi ça qui était intéressant de montrer, en essayant de faire ce projet, que tout avait changé. Une grande partie des gens qu'on avait interviewés, avant la guerre, dans ces jours qui avaient précédé, et donc je crois que je peux dire, 100 étaient persuadés qu'il ne se passerait, rien ou quasiment rien. En fait, la plupart n'habitaient plus dans les endroits où on les avait, rencontrés, où ils menaient leur vie paisible, auparavant. Et donc mais donc on a mené un projet un peu différent, de reportage un peu plus, classique, en essayant de témoigner de ce qu'on voyait là-bas. Et en fait, ce qui m'avait, énormément frappé, il y a plusieurs choses. Il y avait l'idée à l'époque, on entendait beaucoup dans les médias, mais en tout cas l'entendre, et le lire et le voir sur place, c'est quand même assez différent. On entendait souvent que chacun était à son poste, évidemment du président, Zelensky, dont certains pensaient qu'il allait s'enfuir, un peu comme Ashraf Ghani, 1 an auparavant, l'ancien, président de l'Afghanistan. Mais donc lui, évidemment, il y avait eu, un énorme, en tout cas, impressionné évidemment la communauté internationale en restant à son poste. Mais ce que nous on a découvert, et on s'est rendu compte, et avec quand même émotion, c'est que presque jusqu'aux balayeurs, en fait, à tout le monde, sauf évidemment ceux qui avaient pris la fuite, parce que les femmes et les enfants, évidemment, il y a des considérations, sécuritaires, qu'on imagine, bien volontiers, mais tous ceux qui étaient restés étaient à leur poste, continuaient à travailler. Et puis avec une certaine foi, ou je dirais même en décembre 2022, c'était une foi certaine dans l'avenir, dans la justesse du combat. Et puis, une certitude aussi, pas totale, mais ouais, partielle en tout cas, de la victoire, parce que tout simplement, on était du bon côté. Alors ça, c'était 2022. Il y avait eu évidemment bon, il y avait eu de l'eau qui avait coulé quand même sous les ponts, hein. Il y avait eu cette offensive russe, dont on avait pensé qu'elle écraserait l'Ukraine, et puis ensuite, ce coup d'arrêt, puis cette reconquête, hein. C'était dans les mois à l'automne, 2022. Donc évidemment, on était dans une phase assez dynamique, hein, pour l'armée ukrainienne. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on est arrivé. Donc c'est ça qui nous avait marqué. Et puis évidemment, il y a
à la guerre, quoi, hein, avec ce bruit des bombes, ces attaques auxquelles malheureusement les Ukrainiens s'étaient, et ça on le remarquait tous les jours, déjà habitués. Et puis on avait rencontré aussi pas mal de gens, ça nous avait marqué dans la sphère culturelle, hein, qui continuaient à mener leurs activités et cetera. Et évidemment après ça s'est encore, hein, développé, hein, on reparlera j'imagine des voyages plus récents. Mais il y avait déjà, ouais, un petit avant-goût de ce printemps, culturel, auquel l'Ukraine a assisté dans les années, qu'on suivi. Mais donc voilà, on est revenu presque, parce qu'on s'attendait pas du tout à ce qu'on allait voir, et on est revenu presque, énergisés en fait avec ce spectacle que nous offraient les Ukrainiens, engagés, mobilisés, dynamiques, avec la foi et la ferveur. C'était, ouais, j'ai presque des frissons en le disant parce que tu as tous les souvenirs qui reviennent, et c'était vraiment une impression très, 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 très forte, massive, nette, avec, le pays qui doit se lever, qui doit continuer et qui va y arriver. Oui, oui, donc c'est vrai qui ça date déjà, donc c'est incroyable comment le temps passe, mais c'est vrai que cette atmosphère, de l'année 2022, elle est absolument incroyable parce que c'est une année d'une grande tragédie, voilà, de cette invasion, mais après c'est aussi une année d'un grand espoir. En septembre, voilà, quand Kharkiv était libéré, la région de Kharkiv, Khersonville, Kherson rive droite, et donc il y avait je me rappelle que pour le jour de l'an de 2023, on se disait que voilà, le 22 c'était l'année de la résistance, le 23 ça serait l'année, comme on croyait à l'époque, l'année de la victoire. Donc c'était un véritable élan, et or, aujourd'hui en 2024, donc bientôt 2025, on se retrouve toujours, dans cette guerre qui a évidemment changé de caractère. Elle a changé en intensité, et changé en voilà, dans les termes d'attitude, aussi tout aussi bien de la population ukrainienne que de la communauté internationale. Et donc je voudrais te poser la question sur, voilà, ta vision de la chose. Dans quel moment de cette guerre nous nous retrouvons aujourd'hui selon toi? Qu'est-ce qu'elle signifie, voilà, cette guerre sans fin, cette guerre, qui s'enlise, cette guerre qui peut tout aussi bien se terminer bientôt? Voilà, selon, voilà, ton analyse, qu'est-ce que tu vois dans l'histoire actuelle, aujourd'hui? Oui, alors je voudrais juste ajouter, Tétiana, un élément aussi qui m'avait marqué, donc en 2022, et puis qui m'a évidemment, qu'on a ressenti encore plus fortement, dans les derniers, voyages. Il y en a eu 2 en 2024. C'est l'isolement en fait de beaucoup, d'Ukrainiens dont les femmes et les enfants sont partis, et je crois que ça, c'est vraiment, un élément qu'on oublie ici en Occident, ou qu'on ne voit pas en fait. Parce qu'évidemment ce qu'on entend, c'est évidemment la ligne de front, les soldats qui ne reviennent pas, les difficultés. Mais en fait, il y a aussi, toute cette, déstructuration de la société ukrainienne qui a été provoquée par cette guerre, et puis des Ukrainiens rendus évidemment, amers, mais c'est un énorme euphémisme, hein, dépressifs aussi, presque fous, à être séparés de leur famille, d'abord pendant des mois, et puis maintenant pendant des années. Et je pense que ça, il faut le rappeler, et rendre hommage à ces gens qui doivent vivre, cette situation. Et à chaque fois évidemment quand on le perd soi-même, c'est quelque chose qui parle beaucoup, et trouve évidemment des échos dans les histoires personnelles de chacun. Et c'est vraiment une dimension qui, pour moi, une des dimensions aussi majeures de cette guerre, et j'imagine, d'un conflit en général. Donc évidemment, cette guerre aujourd'hui, alors moi je suis pas spécialiste, hein, de questions, militaires, mais effectivement on est c'est un peu facile de dire ça, mais à la croisée des chemins. Et je pense que, il y a pas mal de paramètres qui rentrent évidemment en compte. Il y a les difficultés, réelles, hein, que connaît l'armée ukrainienne. Il y a évidemment, l'élection de Trump, mais il y a aussi, les difficultés, et ça je pense qu'on n'en parle pas assez, et c'est
de là que pourrait venir la surprise, j'imagine, l'heureuse surprise, c'est les difficultés, hein, que connaît la Russie, qui doit quand même aller chercher, des soldats, en Corée du Nord. Je crois que c'est quand même un aveu de faiblesse, hallucinant, et puis qui a des difficultés économiques, hein. La Russie n'est quand même pas une, superpuissance économique de 1er plan, et là, moi, je regarde comme un peu comme le lait sur le feu, avec beaucoup d'espoir, les difficultés, économiques de la Russie. On a l'impression que la machine, s'enraye. Bon, il faut dire qu'un pays qui consacre près de 10, alors les chiffres, j'essaye de les avoir, mais en fait, c'est tout simplement, impossible. Les chiffres réels de l'investissement de la Russie, de la part du PIB qu'elle consacre à la défense, c'est apparemment aux alentours de 10, peut-être encore plus. C'est tout simplement pas tenable sur la durée. Et donc ça crée aussi une surchauffe de l'économie, qui pourrait, pour l'instant ça tient, évidemment il y avait eu des réserves, qui avaient été faites, hein, d'ailleurs ça on pourrait aussi en reparler, des réserves monétaires, qui commencent à s'épuiser. Donc moi je compte beaucoup sur, la fatigue, de la Russie et de son économie, qui permettrait peut-être de hâter un début de solution, ou en tout cas une évolution, nette du conflit. Mais il va probablement se passer, en tout cas à la croisée des chemins, tout indique qu'il va, se passer des choses importantes dans les prochains mois. J'espère au bénéfice de l'Ukraine. On pourrait à mon avis avoir des surprises, et puis les choses peuvent s'accélérer là. Ce qui s'est passé en Syrie est une bonne illustration de tout ça. Ce qu'on croyait impossible, vient de se passer quand même. Ce régime qui était au pouvoir, le régime d'El-Assad, était au pouvoir depuis 54 ans, même des spécialistes, hein, je viens moi-même de faire quelques interviews les derniers temps, qui étudient, qui regardent la Syrie à la loupe depuis, des années, n'avaient pas anticipé cette évolution. Donc la Syrie, alliée évidemment de Poutine, d'ailleurs, si, Bachar el-Assad a pu commettre, tous ces crimes monstrueux dans les dernières années, c'était avec le soutien de la Russie, agresseur de l'Ukraine. Ça mérite d'ailleurs d'être évidemment, rappelé. Donc voilà, tout ça peut, en tout cas, une surprise est possible, une accélération de l'histoire est possible. Moi, je crois beaucoup à ça, même si évidemment il faut rester, raisonnable. On a eu beaucoup d'espoir, hein, tu l'as rappelé, tout à l'heure, en 2023, en pensant que les armées russes allaient pouvoir être, repoussées, d'un coup très net dans leurs frontières. Mais donc il faut rester raisonnable, mais il y a quand même des signes qui permettent de penser, que l'histoire pourrait, accélérer, et en plus dans le bon sens. En tout cas, moi je me résigne pas à croire que la Russie pourrait gagner. De toute façon, si il faut absolument tout faire, bon, pour éviter une victoire de la Russie, ou en tout cas un gel de la situation, dans l'état qu'on connaît actuellement. Parce que tu le sais, beaucoup mieux que moi, mais si, les Russes pouvaient en tout cas, faire ce qu'on pourrait considérer comme une pause, ce serait, simplement, une étape vers une nouvelle guerre qui recommencerait, prochainement. Il suffit de regarder l'histoire des 24 dernières années, pendant lesquelles, Poutine a été, à la tête de la Russie, pour voir que c'est le scénario malheureusement habituel qui ne cesse de se répéter. Donc sans coup d'arrêt, il continuera. Oui, oui, il continuera, ça c'est à coup sûr. Ça, c'est une chose aussi apprise par les Ukrainiens dans le fil de temps. Donc après 2014, après voilà l'arrêt, le cessez-le-feu, voilà, dans le format Normandie, après les accords de Minsk. Donc on a vu une autre offensive encore plus grande. Donc c'est vrai que c'est inquiétant quand on nous parle de plan de paix, du gel et de toute solution temporaire pour ce conflit-là. Oui, restons optimistes tout en nous préparant au pire. C'est ça peut-être la formule réaliste aujourd'hui, sans perdre l'espoir, bien sûr. Donc l'exemple de la Syrie, tu as absolument raison, démontre que l'histoire, voilà, il a beaucoup de surprises parfois, et même les experts les plus pointus, les plus savants se trompent souvent, sur cela. Et dans ce contexte, ma dernière question à toi, Ulrich, aujourd'hui, porterait sur l'état d'esprit de partenaire de l'Ukraine. L'Ukraine ne pourrait jamais faire face
à son ennemi, à la Russie toute seule. Et donc depuis le jour 1 de cette guerre, on est très aidé par nos partenaires, par l'Union européenne, par les pays européens, par les Américains, par les Canadiens, par une cinquantaine de pays en fait dans le monde entier qui soutiennent Ukraine financièrement, c'est-à-dire économiquement, mais tout aussi bien avec les armements, avec les entraînements de nos soldats à l'étranger et 1000 autres dossiers qui existent. Mais à la fois, on constate qu'il y ait peut-être, une espèce de d'habitude et qui vient aussi parce que si en 2022 la guerre en Europe, ça choquait tout le monde, c'était impensable. Donc aujourd'hui, on se dit: «Ah oui, la guerre en Ukraine, oui, ça existe, c'est malheureux, mais c'est un fait accompli. Alors oui, c'est ça arrive, voilà, les bombes tombent sur le territoire ukrainien, ils tuent cette famille de 3 enfants à Lviv, donc à quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise. Donc ça devient, voilà, normal. Est-ce que toi, tu observes autour de toi, une certaine diminution de cet intérêt pour l'Ukraine ou juste au contraire, il prend d'autres formes et il est toujours, engagé, toujours fort en fait, en faveur de l'Ukraine? Alors malheureusement, tu as raison, c'est un peu, par la force des choses, hein, cette guerre qui dure, habitué, c'est un mot horrible parce qu'on ne devrait jamais évidemment s'habituer à un conflit, quel qu'il soit, ici à nos portes. Donc oui, et puis on s'est encore plus habitué à la guerre parce elle s'est aussi, développée, on le sait, entre, Israël et Gaza, des monstruosités qui se passent, également là-bas. Par contre, il y a, nous en fait, au début de la guerre, ce qu'on a essayé de faire, bah, il fallait bien qu'on agisse à notre échelle et aussi en tant que journaliste, donc aller là-bas et cetera. Et puis comme on était revenu d'Ukraine, on l'a rappelé, juste après le début de la guerre, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» Et nous, ce qu'on a jugé le plus utile, c'était, d'aller dans les écoles, de parler un petit peu aux jeunes de la situation, de cette Ukraine qu'on connaît bien quand même, avec l'idée de combattre, notamment les fake news, avec cette idée, qu'on pouvait entendre, hein, parfois ici, et qui était colportée par les réseaux sociaux, comme quoi les russophones sont, marginalisés, voire, stigmatisés, discriminés, tout ce qu'on veut. Et donc on devait, ou alors que c'était, l'OTAN qui avait déclenché, cette guerre en voulant, s'agrandir au détriment de la Russie et cetera. Ça, c'était des questions auxquelles on devait répondre, dans les premiers mois qu'on suivit, la grande invasion, auxquels on devait encore répondre, parce que ces thématiques, elles avaient beaucoup cours aussi, hein, au début de la 1re guerre après 2014. Et en fait, maintenant, on le fait moins, mais on le fait encore. J'ai encore fait un atelier là avec une classe, bruxelloise, cette semaine, avec d'ailleurs un public, captivé, hein. Ça, c'est assez étonnant et émouvant. Plein de questions, beaucoup d'écoute, donc tu vois ils sont quand même concernés, mais on ne doit plus vraiment répondre à ces questions. Je pense qu'il y a tellement de monstruosités qui ont été commises, par les armées de Poutine, par la Russie. On parlait par exemple, l'envoi de soldats, nord-coréens, c'est peut-être de tous les régimes les plus nocifs au monde, qui soutiennent la Russie, qui font que même ceux qui cherchent un peu, j'ai envie de dire, cherchent un peu la petite bête, croient que la réalité, n'est jamais aussi simple qu'elle semble l'être, et ben, en fait, non, non, tout le monde en tout cas, je dis tout le monde, une grande majorité, des gens pensent, vraiment sont tous d'accord, reconnaissent tout à fait que l'Ukraine est dans son droit le plus légitime à se défendre, que l'agresseur est la Russie. Et ça, c'est quand même une évolution un petit quand même qui est sensible. Il y avait déjà évidemment une grande majorité qui partageait, évidemment qui savait que l'Ukraine était confrontée à l'horreur, mais aujourd'hui c'est massif, total. Il y a plus vraiment de questions en fait, et ça c'est quand même important. Il y a plus ce travail de lutter contre les fake news. En tout cas, chez les publics, qu'on rencontre, on n'a plus trop besoin de le faire, et ça, c'est quand même une évolution, je pense qui est quand même une bonne nouvelle aussi, sur tout ça. Donc dans les derniers sondages que j'ai vus, après c'est une autre question de savoir est-ce que, les occidentaux, doivent soutenir, les Ukrainiens, continuer à les soutenir, militairement. Il y a aussi cette question d'envoyer des hommes et cetera. Alors là, évidemment, les avis sont un peu plus, nuancés, mais dans les derniers sondages que j'ai vus, les dernières statistiques, on était à environ, 75. Donc ça reste quand même, au bout
malheureusement presque 3 ans de guerre, ça reste quand même un soutien qui reste très, très large. Donc non, je suis assez plutôt confiant à ce niveau-là. Et puis après l'autre question, c'est effectivement si Trump fait ce qu'il a, dit qu'il ferait, avec lui, bon, au moins là, on sait jamais si ce que ça va donner, parce que le mot qui revient évidemment quand on pense à Trump, c'est, imprévisible. Donc on ne sait pas, mais si effectivement il diminue, l'aide à l'Ukraine, est-ce que les Européens, pourront, compenser? Bon là évidemment ça, financièrement, je pense qu'ils le peuvent. Au niveau de l'aide militaire, ça va être plus compliqué parce que tout simplement des questions de possibilités, de matériel. Emmanuel Macron nous avait dit, malheureusement les Français et Emmanuel Macron particulièrement, il parlait parfois un peu trop, nous avait dit que la France passerait en économie de guerre pour aider l'Ukraine. Ah bah, on voit ce qu'il en a été, hein, même pour la production d'obus, j'en parlais avec toi récemment, on n'arrive pas à honorer nos promesses. Donc là, il faudrait vraiment, si en tout cas on doit compenser le retrait américain, il faudra vraiment y passer. Mais après, il y a des pays qui montrent un peu la voie, notamment la Pologne, hein, qui sait ce que la menace russe veut dire. Elle a quand même disparu tout simplement, purement et simplement de la carte pendant des décennies, et qui se mobilise largement. Donc je pense que de ces pays de l'Est qui se mobilisent, de ce qu'on appelait les pays de l'Est, qui se mobilisent, pourra venir une partie aussi de la solution, en attendant cette accélération de l'histoire au bénéfice de l'Ukraine qui viendra, je l'espère, le plus rapidement possible. Oui, Ulrich, restons sur cette note positive et sur ton évaluation de l'opinion publique. Donc, c'est capital d'ailleurs ce que tu dis sur les jeunes, parce que les gens, voilà, les adultes d'aujourd'hui, ils seront vieux demain. Donc, c'est cette jeunesse européenne qui compte en fait, et donc son engagement et son avis sur cette guerre, étant donné que la guerre ne semble pas en tout cas pouvoir se terminer demain. Sauf un miracle qu'on espère bien sûr, et voilà, on compte bien sûr sur cette accélération de l'histoire tant désirée par tout le monde. Gardons l'espoir. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour l'Ukraine, en venant physiquement, d'une manière tout à fait régulière, en amenant tes collègues, un historien Thierry Piel qui a visité l'Ukraine. Nous avons rappelé à nos auditeurs qu'il existe un podcast avec Thierry Piel, l'historien d'une série de cette podcast L'Ukraine face à la guerre. Merci Ulrich pour cette conversation et pour ton soutien à l'Ukraine. Bah, merci à toi, Tetiana, et puis bravo à toi et à ton mari et à toutes tes équipes pour ce que vous faites, et que j'admire à chaque fois que j'ai l'occasion de venir en Ukraine, et qui m'impressionne à chaque fois encore plus. Donc surtout, merci à toi, et puis bon courage Merci. à toi, à tous les tiens, et à tous les Ukrainiens dans cette guerre dont je l'espère qu'elle va se hâter le plus rapidement possible. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Ulrich Heugeveld, coordinateur du centre Géopolis à Bruxelles et responsable de l'antenne bruxelloise du média Euradio. Ulrich coordonne également le cycle géopolitique de Nantes Université. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.